d'être de nouveau à Liège avec vous. Je dois dire que j'ai gardé un excellent souvenir de notre dernière rencontre et je regrette que celle d'aujourd'hui devienne colorée. Bon, Mohamed m'a volé beaucoup de mon intervention, donc je vais vous parler surtout des aspects politiques. La révolution tunisienne est arrivée parce qu'il ne pouvait plus y avoir d'autre solution. Parce que le régime de Ben Ali, qui était un régime de parti unique qui dominait l'ensemble de la société, qui avait pris possession de l'ensemble des moyens de production, qui, ne pouvant plus développer à la fois le pays et les richesses individuelles des gens qui le composaient, a choisi naturellement de donner les ressources disponibles aux profiteurs, puis ne pouvant pas en trouver, leur a dit « allez-y, servez-vous sur le peuple ». Donc, la révolution est l'issue d'une situation sans issue. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de possibilité de redressement économique, il n'y a pas de perspective pour le pays si il n'y a pas une transformation complète de son système politique, économique et social. C'est pourquoi je n'ai jamais aimé ce terme de transition démocratique. La transition démocratique suppose le passage progressif d'un État à l'autre. La révolution suppose une rupture entre un système et un autre. Et la contradiction suprême de la Tunisie a été que l'on a créé une instance qui a fait l'objet de, qui a été pendant 7 mois ou 8 mois une espèce de parlement sans aucune légalité, sans aucune légitimité, qui a été l'instance de transition démocratique et de réalisation des objectifs de la révolution. Bon, il y a quelque chose, il y avait dans les termes une contradiction qui n'a jamais été résolue, du moins qui a été escamotée au profit de la transition démocratique. Il était clair, dès le lendemain de la Révolution, qu'il y avait des forces importantes qui essayaient de la stopper le plus vite possible. L'élan qui a été donné par la Révolution est un élan d'une force absolument insoupçonnable. Il est tellement fort qu'après 4 ans, enfin 3 ans de tentatives diverses qui vont de la manipulation judiciaire politique à la répression pure et simple, de freiner la révolution, celle-ci continue à être vivante et même à pousser le nouveau pouvoir à avoir une attitude ambiguë sur laquelle je reviendrai. Donc, ces forces qui voulaient, sinon un retour à l'ancien régime, du moins s'arrêter le plus vite possible, et les forces politiques traditionnelles, d'abord d'opposition démocratique, les partis qui étaient dans l'opposition, qui étaient dans l'émigration, qui étaient dans la contestation timide, sont revenus. Et ils ont pris le haut du pavé. Et je ne sais pas la vérité, je ne sais pas à qui on doit l'idée de justice transitionnelle. Est-ce que ce sont les tenants de l'ancien régime qui ont lancé cette idée pour éviter qu'il y ait notre justice? Est-ce que ce sont les partis politiques
qui ont voulu montrer, apporter quelque chose de leur part pour jouer un rôle. Est-ce que c'est parmi les révolutionnaires de la Casbah que l'idée a germé? Peu importe. Peu importe, parce que cette idée correspond, au fond, à la nature de la révolution, à la nature bon enfant de la révolution, à sa nature pacifique, à son désir de surmonter le plus vite possible les contradictions du passé. Bon, Mohamed vous a dit que la justice traditionnelle est au fond, aujourd'hui, le seul moyen pacifique de continuer la révolution. Nous sommes dans un pays où, si nous ne faisons pas rendre des comptes à, d'abord, tous ceux qui ont tué, mais aussi ceux qui ont blessé 3000 jeunes, dont certains sont encore aujourd'hui sur la table d'opération. C'est le cas de l'un des blessés de la révolution Khaled Ben Nejma, qui se fait opérer aujourd'hui même, enfin qui est en cours d'opération, mais aussi à tous les autres. Je voudrais d'abord rectifier un tout petit peu ce qu'a dit Mohamed. Certes, les dossiers de la corruption ont été étudiés de façon relativement sérieuse et confiés à des parquets. Mais il y a une erreur dans le point de vue. La corruption n'est pas une déviation d'une activité normale dans un pays comme la Tunisie, elle est le système de marche de l'économie et des rapports sociaux. La corruption n'est pas du tout un accident, c'est par la corruption que le régime assurait sa pérennité. Donc, la lutte contre la corruption ne doit pas être conçue comme une lutte judiciaire au cas par cas, mais comme une lutte politique, une transformation complète des mécanismes de gestion de l'administration et de l'ensemble des instances gouvernementales du pays. Ça va beaucoup plus loin donc, que les simples dossiers politiques et je pense que de toute façon, aucune instance, surtout comme c'est le cas de l'instance Vérité et Dignité qui a vu sa durée limitée à 4 ans, aucune instance ne serait capable d'étudier et de passer au parquet l'ensemble des affaires de corruption. C'est le système. Alors, est-ce qu'on va aller jusqu'au chaouche ou au flic qui demande 5 dinars à la première personne qui l'arrête? Est-ce qu'on va s'arrêter simplement au niveau du comité d'administration? Il est impossible de faire le truc. La corruption, à mon sens, n'est pas une affaire de justice traditionnelle, c'est une affaire politique. Il faut changer réellement l'administration, il faut changer la conception de l'État. Justement, la Constitution a prévu que le système du pouvoir en Tunisie allait changer. Alors la Constitution l'a prévu, mais l'Assemblée nationale constituante n'en a pas tenu compte, du moins jusqu'à présent, puisque à l'État décentralisé que la Constitution prévoit, elle a substitué, dans les faits, l'État centralisé d'avant la Révolution, puisqu'elle a fait passer les élections législatives et les élections présidentielles avant les élections locales et régionales. On ne voit pas trop qu'est-ce qui va se passer maintenant, c'est très intéressant. Est-ce que le pouvoir central va déposer tout seul ses pouvoirs aux pouvoirs régionaux et locaux? Est-ce qu'il va y avoir un marchandage? Est-ce qu'il va y avoir une lutte? C'est un problème très intéressant et qui est au fond le nœud du problème de la corruption.
si on arrive à résoudre ce problème, c'est-à-dire si on arrive à faire passer le pouvoir de la capitale aux régions, si les gens qui vont décider de l'avenir de l'économie de chaque région, si les gens qui vont décider du sort des phosphates, par exemple, qui rapportent l'essentiel des ressources du budget tunisien et qui ne rapportent rien à la région du bassin minier, si les gens qui vont décider de cette répartition vont être les gens du bassin minier, ou au moins les gens du bassin minier y seront associés, ou ça continuera à être l'administration centrale, la loi des finances, la fameuse loi des finances, qui est une absurdité sans nom quand elle est décidée par le centre. Bon, enfin, là, il y a un problème très important qui peut être attaché au processus de transition démocratique, mais qui en fait tient à celui de la révolution. Il faut savoir si c'est encore les fonctionnaires qui vont gérer le pays, aussi c'est le peuple. C'est un problème qui est pratiquement résolu dans le texte de la Constitution, mais dont les modalités de résolution ne sont pas du tout claires. Ça sera certainement une des batailles de l'avenir. Mais pour en revenir à la justice transitionnelle, donc ce système, qui paraît au fond un peu ridicule quand on regarde ce qui s'est passé dans les autres pays où ça a été adopté, aucun pays ne peut dire que la justice transitionnelle y a réussi. Aucun. Alors, on a eu la semaine dernière une discussion avec des experts qui viennent nous dire qu'ils sont experts en justice transitionnelle, ils viennent nous aider à mettre au point le processus, mais ils n'ont pas eu un grand espoir. Je trouvais quand même que ça faisait cher le désespoir. Ces experts-là, ils étaient 6, et à raison d'un salaire considérable, venir à 6 pour nous dire vous essayez toujours, mais vous savez, bon. Et ils le disent aussi, alors de toute façon, vous ne pourrez jamais faire résoudre tous les dossiers, résoudre tous les problèmes, donc il faudra trier, c'est-à-dire qu'au départ, on sait qu'un certain nombre de plaignants ne seront pas satisfaits. Bon, c'est très bien, c'est très agréable, mais c'est faux. C'est faux parce que tous les pays dont ils parlent sont des pays où la justice transitionnelle a été menée par la classe au pouvoir qui n'a pas perdu par une révolution, mais qui a décidé de réformer le système. Donc, la justice traditionnelle était pour elle un moyen de gagner du temps et d'atténuer certaines contradictions un peu trop créantes dans la société. Et les gens qui n'avaient pas intérêt au déroulement de cette justice transitionnelle ne risquaient pas du tout leur peau, parce que le pouvoir tenait bien la situation en main, avec les réformes démocratiques qui avaient été faites, le calme était revenu, donc ce n'était pas une question de vie ou de mort pour personne. En Tunisie, ce n'est pas la même chose. Il s'agit d'une révolution. Ce qui peut se passer au cas où les tentatives de sabotage qu'il y a de cette justice réussissent, ce qui peut se passer, c'est les vengeances individuelles. C'est des gens qui vont décider tous les jours,
jours, nous parlons à des pères et des mères de martyrs ou des frères de martyrs qui nous disent il faut maintenant le sang pour le sang. Tous les jours, nous parlons à des blessés qui sont désespérés, qui deviennent salafistes. Certains sont partis déjà en Syrie, gagner les rangs des djihadistes. Nous sommes menacés parce que les inégalités, les injustices sont encore trop criantes. Nous sommes menacés à une très grande échelle de ce qui s'est passé la semaine dernière à Charlie-Hebdo. Nous sommes menacés du retour de djihadistes de Syrie et d'une action armée, non pas d'un terrorisme, disons, fantôme, comme celui que nous combattons aujourd'hui, mais d'un vrai terrorisme, implanté dans la population et généralisé. Donc, la justice transitionnelle est vraiment un besoin de la société urgent. C'est un besoin de la révolution, parce que, comme l'a dit Mohamed, les familles de martyrs, les blessés, les familles des gens exploités, qui ont été brimés d'une façon, de plusieurs façons, par les gens du régime Ben Ali, et les autres aussi, espèrent que la révolution va changer la situation. Donc, le gouvernement, après avoir traîné pendant 2 ans à peu près, et dans une phase où la coalition gouvernementale était menacée par l'opposition, disons laïque, mais c'est pas les mots en Tunisie n'ont pas le même sens que laïque en France, mais disons laïque, et que cette coalition gouvernement agitait la menace de justice transitionnelle, est arrivé à un moment où la menace ne suffisait pas, donc elle est passée à la loi. On a voté la loi, une loi dont Mohamed vous a dit qu'elle contenait beaucoup d'insuffisances, mais en fait, elle existe. Après ça, on a créé l'instance Vérité et Dignité, qui a été très laborieusement constituée, avec des tractations et des pressions considérables. Et finalement, là aussi, on a voté en 8 jours quelque chose qui a été préparé pendant 6 mois. Mais on a voté comme par hasard à un moment où des décisions politiques étaient prises en ce qui concerne le gouvernement, juste à la veille de la passation des pouvoirs du gouvernement de la Troïka, de la coalition, au gouvernement provisoire de technocrates. Encore une formulation à la tunisienne. On peut pas inventer quelque chose. On a ici gouvernement de compétences, mais là c'est devenu carrément ridicule parce que le gouvernement de compétences a montré absolument aucune compétence, et ni individuellement ni collectivement. Donc on revient aux technocrates, mais les technocrates ne sont pas des gens créatifs, ils ne font qu'appliquer une politique qui est définie ailleurs. Et elle est définie par Ben Ali. C'est la politique de Ben Ali que les technocrates appliquent. Mais rassurez-vous, c'est la même qui est appliquée pendant les 2 ans précédents. Il a été clair, et j'ai démontré clairement pendant ces 3 ans qu'il n'y a pas de politique de rechange en dehors d'un changement réellement révolutionnaire de l'ensemble de la société, dans lequel non seulement tout le cadre administratif doit être revu, mais les processus économiques eux-mêmes doivent être complètement révisés.
l'économie ne doit plus s'appuyer sur les investissements, qu'ils soient d'envergure, qu'ils soient étrangers ou nationaux, elle doit s'appuyer sur ce que nous avons, c'est-à-dire les ressources humaines. Il faut s'appuyer sur les gens qui ont fait la révolution en espérant qu'ils la continuent dans tous les domaines, en particulier dans le domaine de la création économique. Bon, c'est un problème très vaste, je passerai là-dessus. Pour revenir à l'instant à la justice, donc, elle a été créée à la fin de la Constitution, les derniers jours de l'Assemblée nationale constituante, et on a voté une instance de 15 membres. Cette instance a des pouvoirs réellement très très importants. Ils sont capables de convoquer n'importe qui. Elle ne dépend pas, elle ne doit pas tenir compte de l'autorité de la chose jugée, elle ne doit pas tenir compte des amnisties, elle ne tient compte d'absolument rien. Et elle est habilitée à enquêter sur tout ce qui s'est passé depuis 1955. C'est un programme très vaste à réaliser en 4 ans. Elle s'est vue, dès le départ, amputée de 2 de ses membres. Alors, il ne faut pas être mauvais langue, mais c'est quand même pas par hasard que quelqu'un est candidat à une instance et puis démissionne avant qu'elle commence à travailler. Ça commence à friser disons, des odeurs bizarres. Il y a eu une troisième démission de quelqu'un qui, disons, est habitué à ce genre de choses dans les associations de la société civile, où il est arrivé de provoquer des incidents en relation avec des influences étrangères, etc. Ça, c'est les conséquences internes. Sur le plan du pays, c'est vrai qu'il y a une campagne d'une vigueur absolument insoupçonnable contre la présidente de l'instance, qui est Siem Tsevin, une militante des droits de l'homme qui a été très active sous Ben Ali. Et comme par hasard, cette campagne a augmenté énormément lorsque la campagne contre Mansour est finie, vu que le combat c'est ça, faute de combattants. Vu que Mansour avait été battu, on utilise les mêmes armes qu'on avait utilisées contre Mansour et qui ressemblent beaucoup aux méthodes on appelle pas ça de la communication à l'époque, mais disons de manipulation des foules d'un certain Goebbels. Plus le mensonge est gros, plus il risque d'être cru, et plus on répète un mensonge, et plus il devient vrai. C'est absolument la réalité quotidienne. Aujourd'hui, 9 Tunisiens sur 10 vous sortiront des énormités sur Siem Tsevin et vous diront oui, je sais, c'est prouvé. C'est prouvé par quoi? On ne sait pas. Donc, les attaques contre Siem Tsevin visent en réalité l'instance. Dès le départ, des gens qui avaient l'air plutôt favorables à cette instance, puisque je faisais partie des gens qui avaient travaillé sur la justice traditionnelle. Et le jour où le gouvernement, on ne sait pas pourquoi c'est le gouvernement d'ailleurs, parce que l'instance est une instance indépendante, mais le gouvernement a fait une réception
pour la naissance de l'instance. Et ce jour-là, une partie des gens qui travaillaient sur la justice transitionnelle ont organisé une manifestation contre l'instance. Un certain nombre d'entre eux sont des gens qui étaient favorables absolument. Alors, j'étais en voir quelques-uns, je dis, mais qu'est-ce que vous voulez au juste? On dit, on veut que la loi change et que la composition de l'instance change. J'ai dit, et vous voulez, naturellement, qu'on prenne le temps de faire ça, c'est-à-dire dans un an. Dans un an, vous savez qui sera au gouvernement, vous, déjà? Vous savez quel sera l'équilibre de vote? Vous êtes prêt à faire prendre au pays le risque de retarder d'1 an le début du travail de la justice transitionnelle. Donc ça n'a pas d'importance. Bon, on voit bien que, relayé par des gens qui ne sont pas hostiles à la justice transitionnelle, il y a un effort énorme pour que rien ne bouge. Le président actuel, Béjirat Sabti, j'allais dire le jeune président, dans le sens du nom, le président actuel, à la veille du deuxième tour des élections présidentielles, disait « Nous n'avons pas besoin de justice transitionnelle, le pays a besoin de réconciliation, tournons la page du passé. » Ce qui ne nous faisait pas augurer très favorablement de l'avenir. Dimanche dernier, 14 janvier, le président a fait un discours à l'occasion du 14 janvier, un discours qui se voulait dans une atmosphère festive, mais qui a été fait dans une atmosphère très tendue, où les familles des martyrs et des blessés ont essayé de s'exprimer au palais de Carthage et ont été rembarrés. Le président a fait un discours dans lequel il nous a expliqué qu'il n'y avait plus de place pour des grands leaders et un parti politique unique qui domine la situation politique, et que la justice transitionnelle était une nécessité pour assurer la réconciliation des Tunisiens entre eux. Je conduisais à ce moment-là, j'ai failli emboutir la voiture qui était devant. C'était tellement stupéfiant, mais là encore, les mœurs tunisiennes sont un peu différentes de ce à quoi on peut s'attendre. Figurez-vous que le soir même, la vidéo diffusée par la présidence de la République contenait 9 minutes pour un discours qui avait duré 22 minutes. Par chance, le nex de la présidence de la République, je veux parler de la chaîne de télévision l'ISMA TV, l'annexe donc avait publié l'ensemble de la vidéo, c'est-à-dire les 22 minutes. Et la comparaison entre les deux était pour le moins troublante. Tous les passages qui gênaient les anciens membres ou tenants du RCD avaient été supprimés dans la vidéo officielle. Alors qu'est-ce que ça veut dire? J'en sais rien. On peut faire des hypothèses. Celles que font la plupart des gens, c'est que l'entourage du président n'est pas très homogène. Qu'il y a ceux qui rédigent les discours, qui lisent, et ceux qui diffusent, et que les uns ne sont pas les mêmes que les autres. Si on rapproche cela du fait que le président qui a mené toute sa campagne sur l'élimination des islamistes, qui a gagné à lui toute la petite bourgeoisie qui craint pour ses privilèges et pour son mode de vie, qui a gagné
à lui tous les anciens proches du RCD, tous les anciens proches, tous ceux qui avaient quelque chose à perdre dans une réflexion sérieuse sur ce qui s'est passé. Le même président décide, au lendemain des élections législatives, de faire participer les islamistes au gouvernement. Bon. C'est que les gens qui ont voté pour l'IDA se débrouillent avec toutes ces contradictions, que ceux qui sont membres de l'IDA se débrouillent, et ça commence à sentir le aussi. Donc l'explication, c'est que dans l'espèce d'élection papale qui a eu lieu, les cardinaux n'ont pas réussi à s'entendre. Et quand ils ne réussissent pas à s'entendre, les cardinaux, ils votent pour le plus vieux d'entre eux, en reportant la décision à aux prochaines élections. Mais le pape, le nouveau pape, sachant qu'il y a eu des précédents, et il y a un précédent célèbre qui n'était pas à l'abri d'un coup d'État musical, préfère avoir un soutien de la part de ses anciens ennemis pour se défendre contre ses amis. Donc on a une situation absolument abracadabrantesque, dirait Chirac, et c'est ça, il y a 3 mois que les élections législatives ont eu lieu, nous n'avons pas de gouvernement. Nous n'avons pas de gouvernement. Nous avons l'ancien, le gouvernement des technocrates qui résiste victorieusement à toutes les poussées de la situation, mais nous n'avons pas de gouvernement. Bon. Après tout, ça prouve qu'on n'a pas besoin de gouvernement. Et peut-être même plus, parce que comme on n'a pas d'État, ça prouve peut-être qu'on n'a pas besoin d'État. C'est intéressant. Cette preuve avait été donnée en Belgique, en Italie. Elle a été donnée dans de nombreux pays, mais personne n'en a tenu compte. On a fait comme si ce n'était pas sérieux et on a recommencé comme avant. Donc, peut-être que peut-être, ça va être une vie assez spéciale. Je ne sais pas. Je ne sais pas quel est l'avenir de l'instance vérité. Cette instance n'a pas, pendant les 6 mois pendant lesquels elle devait s'installer et décider de ses méthodes de travail, etc., elle n'a pas eu les financements promis, elle n'a pas eu les locaux promis, elle n'a pas eu l'aide en documents ou l'aide judiciaire promise. Mais, vaille que vaille, elle a réussi elle doit avoir reçu quelque chose comme 3500 dossiers qu'elle est en train d'étudier. Elle a réussi à se répartir le travail, elle a réussi à créer des bureaux régionaux et elle commence à recevoir des plaignants qui viennent porter. Mohamed parlait de démoralisation. Non, ce n'est pas une démoralisation. En réalité, toutes les instances du même genre, dans tous les pays du monde, se sont vues opposer la même résistance qu'antiliste. Partout, on a attaqué. Et comme le disait, sans trop grande modestie, CMCD, ceux qui ne tuent pas renforcent. Et l'instance commence à être solidaire, à se souder avec toutes les différences qu'il y a entre ses membres, venus d'origines politiques très différentes, et ayant encore, pour certains, des liens politiques, alors que c'est une instance indépendante, mais elle commence à se souder, elle commence à trouver des méthodes de travail. Elle continue à chercher la meilleure façon de résister
aux attaques. Elle va peut-être faire un contrat avec une agence de communication pour changer l'image. Parce que ce qu'il y a de terrible en Tunisie, c'est que tout le monde, sans exception, vous dit « Ah non, moi j'ai aucun problème avec la justice transitionnelle, au contraire, je pense qu'il faut que ça marche. » Mais, il y a toujours mais la présidente n'est pas à sa place. Elle n'est pas à sa place. Les membres de la commission ont été nommés par une assemblée nationale constituante qui n'avait pas accepté. Tous ces gens-là qui décident brusquement qu'eux connaissent la Constitution, connaissent le droit constitutionnel, sont capables de décider de qui a le droit de voter pour qui a la légitimité, alors que, au moment où cette instance a été nommée, la seule légitimité tunisienne était l'Assemblée nationale constituante. C'était le seul organisme qui venait d'une représentation populaire élective. Alors, donc, on n'est pas encore sorti d'auberge, il va falloir faire beaucoup de travail. Cette instance est composée de... Actuellement, ils sont 13. Il y a un des 3 démissionnaires qui a été remplacé, qui a été élu. Les gens, les commissaires de l'instance sont élus parmi les candidats de cette instance par l'Assemblée des représentants du peuple. Et Tu as dit constitué par 13 membres. Non, oui, mais les commissaires sont conscients que leur capacité de travail, leur force, la force de leur conclusion dépend uniquement de la mobilisation qui peut se produire autour d'eux. Donc, ils appellent les Tunisiens à se mobiliser, à aider tous ceux qui veulent présenter des dossiers, se plaindre, à le faire et à leur suggérer des manières de favoriser une mobilisation parce qu'ils sont de plus en plus conscients qu'il y a toute une phase encore qui va durer un moment de véritable guerre contre ces ennemis qui ne disent pas leur nom. Alors, nous pensons que, d'abord, les gens intéressés, les blessés, les familles de martyrs, les familles de détenus politiques, d'ex-détenus politiques, les ex-détenus politiques vont se mobiliser, nous allons tout faire pour ça, et nous essaierons de trouver d'autres formes. Bien entendu, dans le travail de cette instance, les retours qu'on peut avoir de la population de Tunisie comme de l'étranger sont très importants et manifester notre solidarité avec elles est aussi un moyen de les rendre plus forts. Donc, pour l'intérêt de la révolution tunisienne. Dans l'intérêt de l'ensemble du Maghreb et peut-être du monde entier, je sais que ça peut paraître prétentieux, mais je crois que beaucoup de solutions aux problèmes du monde peuvent venir en partie de notre pays. Parce que si nous arrivons à montrer que nous avons une réponse à cette horrible chose qu'a créé l'Occident de toutes pièces et qui s'appelle Daesh, si nous arrivons à montrer qu'il y a une façon
non militaires de leur barrer la route, peut-être que nous aiderons beaucoup les gens d'autres pays. Je vous remercie.